Dans le silence des siècles, certains noms s'effacent, même lorsqu'ils ont bâti les fondations d'une sagesse immortelle. Cléante est de ceux-là. Il ne fut ni un conquérant, ni un tribun, ni un philosophe tonitruant. Il fut un roc, un homme de granit moral, le stoïcien aux mains calleuses et au regard profond, le disciple qui porta l'enseignement de Zénon sur ses épaules, non par ambition, mais par loyauté pure. Son histoire commence dans la petite ville d'Assos, en Asie mineure, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Rien ne prédisposait cet homme à entrer dans les annales de la philosophie. Il fut boxeur dans sa jeunesse, métier rude, brutal, où l'on forge davantage le corps que l'âme. Et pourtant, chez Cléante, le corps n'était qu'une enceinte de pierre pour une âme déjà tendue vers la raison. Lorsqu'il débarque à Athènes, il est pauvre, inconnu, sans réseau ni maître, mais il a soif, pas de gloire, de savoir. Et cette soif le conduit aux pieds de Zénon de Kition, fondateur du stoïcisme. Ce jour-là, l'histoire silencieuse du stoïcisme bascule, car si Zénon plante l'arbre, Cléante l'arrose, le protège et veille à sa croissance. Il devient son disciple, puis son successeur, mais sans jamais revendiquer le trône. Il se contente de porter l'idéal. Cléante étudiait le jour, travaillait la nuit. Pour subvenir à ses besoins, il tirait de l'eau comme portefaix. Il était littéralement le philosophe à la corde et au seau. Beaucoup se moquaient. Un philosophe qui suait, comme un bétaire, qui n'écrivait pas pour briller mais pour comprendre, qui écoutait plus qu'il ne parlait. Incompréhensible pour les esprits légers. Mais Zénon, lui, l'avait compris. Il disait que Cléante était lent à comprendre, mais qu'une fois la chose assimilée, rien ne pouvait l'en déloger. Il était la montagne, pas l'éclair, et cette lenteur était sa force, car elle était le signe d'une profondeur rare, d'un esprit qui n'effleurait rien, mais creusait tout. Cléante ne fut jamais le favori des foules. Il était austère, réservé, presque effacé, mais ceux qui le côtoyaient parlèrent d'une présence à la fois ferme et paisible. Il n'élevait jamais la voix, mais ses silences valèrent des sentences. Il avait cette autorité tranquille des âmes alignées, une force douce, comme un fleuve lent mais irrésistible. Il écrira quelques textes, certes, mais sa mission était ailleurs. Il était un passeur, le gardien du feu, celui qui veillait à ce que le stoïcisme ne dévie pas de sa ligne. Originel, le héritier intègre d'une sagesse exigeante, sans compromis, sans détour. Le lien entre Cléante et Zénon allait bien au-delà du rapport maître-disciple. C'était une transmission de feu, de rigueur et de fidélité. Zénon, fondateur du stoïcisme, avait vu en lui plus qu'un étudiant assidu, un roc, un dépositaire fiable de son héritage. Lorsque Zénon s'éteignit, ce fut Cléante qui reprit la tête de l'école stoïcienne, non pas comme un conquérant d'école, mais comme un veilleur de temple. Il n'innova pas, il ne chercha pas à transformer l'enseignement reçu. Il le conserva, le purifia, le retransmit, et cela, dans un monde où chacun veut laisser sa trace, faisait de lui une anomalie, mais une anomalie magnifique. Cléante croyait en la vertu de la répétition, en la noblesse de la continuité. Il n'était pas là pour briller, mais pour tenir. Il écrivit néanmoins plusieurs traités, dont le plus célèbre reste l'hymne à Zeus, un poème étonnant, profondément religieux dans le sens grec du terme. Non pas une prière servile, mais une célébration de l'ordre cosmique, du logos. Pour Cléante, Zeus n'était pas un dieu anthropomorphique, mais une métaphore vivante du feu rationnel qui ordonne le monde. Une force à laquelle l'homme doit se conformer s'il veut vivre avec grandeur. Cet hymne à Zeus est une clé pour comprendre l'âme de Cléante. Ce n'est pas un texte de doctrine, c'est un chant d'adhésion à l'ordre de l'univers, un acte de foi dans le cosmos, dans la justice immanente du réel. Il y parle du destin non comme d'un poids, mais comme d'un fil. Et l'homme, en l'acceptant, ne devient pas esclave. Il devient libre, parce qu'il cesse de se battre contre l'ordre. Il entre dans la danse. Cléante croyait à la puissance de l'effort tranquille. Il n'a jamais cédé aux sirènes du spectaculaire. Dans un monde déjà agité, il imposait la lenteur, pas la paresse. La lenteur comme exigence, comme lucidité. Il refusait les raisonnements brillants mais superficiels. Il préférait penser longtemps, lentement, profondément.
un homme de socle, pas de surface. Et s'il fut moqué parfois pour cela, il n'en avait cure. Il savait que les racines profondes ne craignent pas le vent. Il regardait les choses passer, les gens courir, les rumeurs gonfler, et lui restait là, présent, stable, inamovible, une âme de montagne. Il fut aussi un exemple moral. Sa rigueur n'était pas seulement théorique, elle s'incarnait. Il vivait pauvrement, refusait les privilèges, travaillait jusqu'à un âge avancé. Il ne possédait presque rien, mais rayonnait d'une richesse intérieure que même ses détracteurs reconnaissaient. On disait de lui qu'il incarnait la vertu plus qu'il ne l'enseignait. Il n'avait pas besoin de convaincre, il suffisait de le regarder vivre. Cette intégrité absolue frappa ses contemporains. Même ses opposants les plus virulents lui reconnaissaient une austérité magnifique. Il ne cherchait pas à séduire, il ne cherchait même pas à transmettre. Il vivait, simplement. Et ce qu'il vivait, c'était le stoïcisme dans sa forme la plus nue, la plus épurée, la plus tranchante, comme une épée forgée dans le silence. Cléante ne s'est jamais imposée par le verbe, mais par la constance. Tandis que d'autres philosophes s'agitaient dans les agoras pour captiver l'auditoire, lui continuait à tirer de l'eau la nuit, à méditer le jour, et à parler peu. Sa méthode n'était pas celle du débat, mais celle de l'incarnation. Il n'argumentait pas la vertu, il la vivait. Ses enseignements avaient cette particularité rare. Il ne s'imposait pas par la forme, mais par la densité. Lorsqu'il parlait, ses mots tombaient comme des pierres, lourds, silencieux, définitifs. Il ne cherchait pas à séduire l'intellect. Il appelait la conscience. Chez Cléante, il n'y avait pas d'éloquence. Il y avait de la gravité, une pesanteur noble, un ancrage que rien ne semblait pouvoir déplacer. Mais ce qui fascine encore plus chez lui, c'est la fidélité absolue à la pensée reçue. Il ne voulait pas briller plus que Zénon. Il ne voulait pas reformuler ce qui lui semblait déjà juste. Il voulait rester fidèle. Dans une époque où l'originalité était déjà valorisée, Cléante assumait une autre voie, celle du canal pur, de l'homme qui ne tord pas la parole pour qu'elle lui ressemble, mais qui se tord lui-même pour ressembler à la parole. Cette loyauté n'était pas soumission, elle était force, car il faut une volonté immense pour ne pas chercher à se mettre en avant. Il faut un ego parfaitement dompté pour devenir un écho fidèle. Et c'est précisément cette disparition volontaire de lui-même qui fit de Cléante un pilier. Il ne cherchait pas à être visible, il voulait être utile. Il forma à son tour des disciples, et parmi eux, un certain Chrysippe, l'homme qui, plus tard, allait codifier et structurer l'ensemble du stoïcisme. Mais ce que Chrysippe n'aurait jamais pu faire sans Cléante, c'est transmettre l'âme du stoïcisme, l'esprit de rigueur, de sobriété, de cohérence. Sans Cléante, Chrysippe aurait eu la forme, mais pas la flamme. Et sans cette flamme, le stoïcisme se serait sans doute éteint. Cléante, donc, fut l'artisan silencieux de la survie du stoïcisme. Non pas en inventant, mais en protégeant. Non pas en s'imposant, mais en tenant. Non pas en créant, mais en filtrant. Il fut le Thamis, le gardien, le veilleur. Et cette fonction est sans doute l'une des plus nobles dans toute l'histoire de la pensée. Dans sa vieillesse, il continua à vivre avec la même austérité. Il refusait de manger au-delà du nécessaire. Il conservait la même routine, les mêmes gestes, les mêmes lectures. Il semblait avoir trouvé un rythme cosmique, une cadence intérieure qui le rendait inaltérable. Il avait atteint ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la paix intérieure. Mais pas une paix molle, une paix tendue, digne, virile, une paix d'acier. Et c'est dans cette même logique de maîtrise qu'il choisit sa fin. Lorsqu'il sentit sa santé décliner, il décida de cesser de s'alimenter. Non par rejet de la vie, mais par lucidité. Il ne voulait pas s'accrocher. Il voulait partir comme il avait vécu, avec contrôle, avec cohérence, avec grandeur. Une mort stoïcienne, une mort d'athlète de l'âme. Cléante s'éteint donc comme il a vécu, en silence, avec lenteur, et une dignité que même la mort n'a pas pu ébrécher. Il ne réclama aucun rite, aucun discours. Il ne laissa pas de grands traités pour la postérité. Il ne sculpta pas son nom dans le marbre, mais dans les consciences éveillées. Son départ fut à l'image de son existence, un acte d'alignement total avec ses principes. Et pourtant, quelle ironie! C'est parce qu'il n'a pas cherché à marquer l'histoire qu'il la traverse encore.
C'est parce qu'il n'a pas voulu bâtir une œuvre pour lui-même que son influence irrigue encore la pensée. Car sans Cléante, pas de Chrysippe. Sans Chrysippe, pas de Marc Aurèle. Sans Cléante, pas de stoïcisme. Durable. Il est la charnière silencieuse entre la source et le fleuve. Ce que Cléante nous lègue, ce n'est pas une doctrine flamboyante. C'est un exemple. Celui d'un homme qui a tenu, qui n'a jamais trahi l'idéal qu'il s'était choisi, qui a préféré la fidélité à la notoriété, l'approfondissement à la dispersion, le service à la domination. Aujourd'hui, dans un monde où l'on confond souvent lumière et visibilité, où l'on croit qu'il faut parler fort pour exister, Cléante offre une leçon puissante. Il rappelle que la solidité intérieure ne fait pas de bruit, que les grandes âmes n'ont pas besoin d'éclat, et que parfois, la véritable force consiste simplement à rester à son poste. Il est facile de parler de vertu, il est plus difficile de l'incarner, jour après jour, sans témoin, sans fanfare. Cléante, lui, l'a fait. Il a porté l'héritage de Zénon, comme on porte une charge sacrée. Il a maintenu la rigueur sans sombrer dans le dogmatisme. Il a vécu pauvre sans se plaindre, obéi sans courber l'échine, transmis sans imposer. En cela, il fut plus qu'un philosophe, il fut un homme debout. L'hymne à Zeus reste l'un des derniers échos tangibles de sa pensée. Et en le lisant, on comprend. Ce n'était pas un poème de soumission. C'était une déclaration d'amour à l'ordre du monde. Une façon de dire « Je suis petit, mais je suis à ma place. Et tant que je vivrai droit. » Cléante ne nous laisse pas une méthode. Il nous laisse une posture, celle de l'homme, aligné, sobre, fidèle, calme. Et cela, dans un monde qui change sans cesse, est peut-être le plus grand des trésors. Souviens-toi de son nom, Cléante. Ce n'est pas un héros éclatant, c'est un roc silencieux. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour se rappeler qui l'on veut être. Si Cléante n'a pas laissé une abondance de textes, c'est parce qu'il estimait que la sagesse ne se prouve pas avec des pages, mais avec la vie. Il ne voulait pas convaincre par la rhétorique, mais par l'exemple. Chaque jour qu'il vivait était une lettre adressée aux générations futures. Une lettre silencieuse, mais d'une encre indélébile. La cohérence. Dans un monde en constante agitation, où même les sages cèdent parfois à l'orgueil du paraître, Cléante demeura impassible. Il n'a pas seulement porté les seaux d'eau de nuit pour financer ses études. Il a symboliquement porté le sceau de la philosophie dans un monde qui avait soif de sens. Il fut le porteur d'eau du stoïcisme, littéralement et spirituellement. Son éthique n'était pas une morale pour les autres, c'était une exigence envers lui-même. Il croyait à la puissance du caractère, à la maîtrise de soi, à la domination de l'impulsion. Et il savait que la vertu véritable ne se déclame pas, elle se vit. Chaque geste de sa vie, chaque renoncement, chaque silence, chaque fidélité n'étaient pas des sacrifices, mais des actes de souveraineté. C'est cela, au fond, qui fait de Cléante une figure si rare. Il n'a jamais utilisé la philosophie pour se donner une image. Il l'a utilisée pour se transformer. Et en cela, il incarne l'essence même du stoïcisme. Non pas un système de pensée rigide, mais un entraînement de l'âme, une forge intérieure, une manière d'habiter le monde avec calme, droiture et force. Son héritage fut ensuite prolongé par Chrysippe, qui formalisa la logique stoïcienne, développa ses concepts et structura l'école. Mais même Chrysippe, avec sa rigueur intellectuelle, reconnaissait que, sans Cléante, tout cela serait resté sans racines, car la pensée a besoin d'un socle vivant pour ne pas devenir abstraction. Et aujourd'hui encore, dans un monde saturé de mots, où tout se dit et se vend, Cléante nous rappelle que la grandeur n'a pas besoin de projecteurs, que la fermeté tranquille, la vie droite et l'esprit clair peuvent, à eux seuls, traverser les siècles. Il n'a jamais cherché à fonder un empire. Il a fondé une lignée. Il n'a jamais revendiqué d'influence. Il a incarné une force muette, mais qui résonne encore dans ceux qui cherchent à vivre avec intégrité. Cléante est cet homme oublié, que les âmes nobles n'oublient jamais tout à fait, car quand tout vacille, on se tourne vers ce qui ne bouge pas. Et Cléante, dans l'histoire de la philosophie, ne bouge pas. Il est là, il tient, et il nous attend. Dans cette fidélité obstinée, dans cette lenteur volontaire, dans ce refus de la brillance, Cléante avait compris une vérité que beaucoup redoutent.
Il n'y a pas de raccourci vers la sagesse. Il n'y a que la marche. Une marche longue, parfois solitaire, mais digne. Et lui, il a marché sans jamais trahir sa cadence. Il aurait pu renoncer. Il aurait pu abandonner la philosophie pour une vie plus confortable. Il aurait pu céder à l'amertume devant le mépris des riches, des rhéteurs, des sophistes qui se moquaient de ses habits usés et de ses mains de travailleur. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué, jour après jour, parce que ce qu'il bâtissait n'était pas un nom, mais un être. Le stoïcisme de Cléante n'est pas celui des slogans. Ce n'est pas une motivation de surface, ni une discipline pour épater. C'est une exigence de fond, une ascèse. Il ne cherchait pas à paraître fort, il cherchait à l'être. Et sa force ne se manifestait pas dans des éclats de voix ou des maximes bien tournées. Elle s'enracinait dans la simplicité radicale de ses choix. Dans une société où tout s'accélère, son exemple devient précieux. Il nous enseigne que la vraie puissance n'est pas celle qui fait du bruit, mais celle qui tient dans le silence. Que le vrai courage, ce n'est pas de combattre les autres, mais de ne pas trahir ce qu'on sait être juste. Que la grandeur, parfois, c'est simplement de rester là, droit, fidèle, immuable. Il a aussi montré que la philosophie n'est pas un privilège réservé aux érudits. Il venait du peuple. Il avait les mains d'un ouvrier, le dos d'un porteur, le sommeil d'un homme qui travaille trop. Et, pourtant, c'est lui qui a porté la flamme stoïcienne. Preuve que la sagesse ne choisit pas les plus brillants, mais les plus constants. Et c'est peut-être cela, la plus belle leçon de Cléante. Le stoïcisme est une affaire de vie. Pas de discours, pas de mode, pas de posture, de vie. Une vie qui, à force d'alignement, devient enseignement. On ne trouvera pas chez lui de grandes révolutions intellectuelles, pas de système complexe, pas de démonstrations éclatantes. Mais on y trouve ce que l'on cherche souvent trop tard, une direction, une droiture, une chaleur silencieuse qui rassure l'âme inquiète. Cléante nous rappelle que nous avons besoin de figures solides, pas parfaites, mais solides, de celles qui, même oubliées, continuent de nous servir de repères. Car quand le monde devient incertain, ce ne sont pas les étoiles les plus brillantes qui guident, ce sont celles qui ne bougent pas. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.